Juliette, Bonjour Boris, bienvenue sur Ludocorpus et dans l'émission d'entrée de jeu. merci de me recevoir à nouveau. Alors, écoute, pour commencer, pour ceux et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Juliette Viandury et je suis professeure de littérature générale et comparée de l'université Sorbonne Paris-Nord. Et l'université Sorbonne Paris-Nord possède des locaux, des bureaux et des laboratoires de recherche au campus Condorcet où a lieu cet entretien aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous préciser un peu ton rattachement, ton parcours et tes spécialités académiques? Alors, je voudrais commencer par redéfinir la littérature générale et comparée parce que c'est une discipline qui est relativement peu familière, peu présente dans l'esprit des gens qui nous entendent certainement. La littérature générale et comparée, c'est l'étude théorique de la littérature et c'est aussi la mise en relation des littératures de différentes cultures entre elles, ou la mise en relation de la littérature avec d'autres formes d'art, et ou la mise en relation de la littérature avec d'autres disciplines. Et des études sur le jeu utilisent toutes ces caractéristiques de la littérature comparée, rejoignent toutes ces caractéristiques de la littérature comparée. Et à l'intérieur de la littérature comparée, je me consacre en particulier à des études sur le jeu dans le cadre du groupement d'intérêt scientifique Jeux et Société. Et ce, depuis plus d'une dizaine d'années, sous une forme qui n'était pas celle du GIS, et plus récemment de manière organisée et fructueuse, je crois, à l'intérieur du GIS. Tout à fait, on va y venir justement parce qu'aujourd'hui, tu es venu nous parler de ludocritique, du e-lab UNESCO sur les systèmes complexes, dont tu es à présent ambassadrice, et des projets de ce laboratoire, de ce e-laboratoire. Alors, commençons par l'origine. Est-ce que tu peux nous aider ou définir ce que tu entends par la ludocritique? Alors, la ludocritique, c'est une approche du jeu en tant qu'objet pluridisciplinaire dans laquelle des groupes de chercheurs, un laboratoire de chercheurs à l'intérieur du GIS, mais également bien sûr partout dans le monde, appliquent leur approche disciplinaire à l'objet jeu. Et ce qui m'intéresse, c'est de repérer les noms propres, les références qui sortent quand ils font cette démarche d'application de leur discipline au jeu, les noms propres, les métaphores qu'ils emploient et les concepts. Et j'observe la manière dont ils définissent ces noms, ces métaphores ou ces concepts, et la manière aussi dont ils font éventuellement un pas de côté, une légère modification, un léger dialogue, une rencontre qui change un peu les choses pour approcher le jeu comme objet de recherche. Voilà, c'est cette observation d'une recherche empirique en train de se faire portant sur l'objet jeu que j'appelle la ludocritique. Donc ce n'est pas du tout une démarche normative, définitoire, on n'en est pas là. Mais c'est une démarche d'interaction, de dialogue, de rencontre de chercheurs, démarche au cours de laquelle quand même on prend des points de repère et on discute autour, je répète, de noms, de concepts et de métaphores. Alors peut-être que tu peux exemplifier, parce qu'il me semble que tu as déjà fait 2 séquences de séminaires sur la ludocritique les années précédentes. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Alors oui, effectivement, c'était à l'époque du Covid et à l'époque où la recherche se menait à distance et en visioconférence. C'était un séminaire construit sur la littérature, sur ma propre spécialité, parce que c'est le seul lieu dont je puisse parler avec une autorité à peu près efficace. Mais l'auditoire était composé d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, d'étudiants ou de professionnels du jeu issus de toutes sortes de disciplines, la psychologie en particulier, puisque je pense à Cassandra qui va soutenir sa thèse dans quelques jours et qui était membre actif de ce séminaire. Et par exemple, j'utilisais la notion d'espace transitionnel de Winnicott, qui est une notion
de psychologie, psychiatrie et psychanalyse, et je l'appliquais par exemple à la représentation du jeu dans La recherche du temps perdu de Marcel Proust, ou bien je travaillais sur des figures mythiques du jeu ou de joueurs, la figure de Don Juan, la figure de Faust, etc. Alors justement, Juliette, j'en reviens à ma question suivante. Comment est né ce lien entre vos recherches, donc ces séminaires, et puis le programme UNESCO sur les systèmes complexes, Complex Systems Digital Campus, que tu as rencontré? Alors, il y a eu deux éléments contingents. Le premier, c'est la conclusion d'une communication de recherche du professeur Elisabeth Belmas, qui est une collaboratrice et bien plus que cela à l'intérieur du groupement d'intérêt scientifique Jeux et Société. Elle est professeure d'histoire. Elle a écrit un travail sur l'histoire du jeu qui fait autorité. Donc elle conclut sur l'expression système complexe, cela m'alerte. Et puis parallèlement, je participais à un autre groupe de recherche dont l'objet est la collecte de données numériques du présent selon un système de données ouvertes, sciences ouvertes et reproductibles, etc. Et le résultat de cette collecte de données numériques ou numérisables du présent se définissait par les chercheurs qui m'entouraient comme un système complexe. Donc rencontrer deux fois la même expression, cela m'a alertée et j'ai vu la proposition de participation aux Journées des systèmes complexes qui se passent annuellement à Rochebrune et qui sont organisées par Paul Bourgine et par Salma Mesmoudi, Salma étant à l'université Paris 1 et Paul Bourgine étant à l'origine un polytechnicien. Ce sont des journées de recherche organisées comme dans un monastère de recherche au cours desquelles les chercheurs sont mis en huis clos et passent une semaine à parler de leur point de vue scientifique et à discuter avec l'approche scientifique d'autres chercheurs autour de questions qui sont liées au principe des systèmes complexes. Donc, je me suis rendue à ces journées des systèmes complexes. J'ai rencontré Paul Bourgine, à qui j'ai parlé du GIS sur le jeu, et j'ai rencontré Pierre Collet, à qui j'ai dit la fin du séminaire sur le jeu. Or, Pierre Collet avait suivi ce séminaire et me demandait pourquoi il ne poursuivait pas. Il m'a donc proposé de le poursuivre dans le cadre d'un e-lab de l'UNESCO. Comment aussi s'organise ce e-lab? Quel est son conseil scientifique? Donc, quelle est sa thématique? Quelle va être l'approche du jeu finalement via ce e-lab UNESCO? Alors, un e-lab UNESCO, c'est un Wikipédia de recherche. C'est-à-dire qu'en fait, on vise à produire des documents numériques accessibles à tous. C'est la condition sine qua non, mais qui ne contiennent pas des informations fixer des affirmations. Alors dans Wikipédia, on peut modifier régulièrement les choses, mais tout de même, Wikipédia a une dimension de définition, d'information sur des choses qui ont été prouvées et qui sont assurées. Là, ce que l'on diffuse, c'est un Wikipédia des questions qui se posent et des éléments qui sont mis en œuvre pour chercher à y répondre. Donc c'est un Wikipédia de la recherche en train de se faire. Et c'est pourquoi chaque e-lab doit être organisé par sa problématique, son défi. Non pas par une spécialité affichée, mais par une question qu'il ne sait pas résoudre. Et la question qui m'intéresse, c'est celle de savoir si la structure profonde du jeu ne serait pas de dupliquer ou de dédoubler, de générer un espace entre deux. Voilà, j'essaie de travailler sur quelque chose qui pourrait définir profondément le jeu au sens propre, mais aussi au sens métaphorique de jeu. Puisque, étant littéraire, je travaille souvent sur le sens métaphorique. Par sens métaphorique de jeu, je veux dire le jeu de l'interprétation d'un musicien, je veux dire le jeu, comme on dit, maître du jeu dans un système, le jeu dans les relations, etc. Donc, est-ce qu'il y aurait une structure commune au jeu au sens propre et au jeu au sens métaphorique? Et cette structure serait-elle de créer un espace entre deux, espace interne ou espace externe? Et cet espace entre deux ne serait-il pas générateur d'un effet de vie?
Le ILAB a donc pour mission et pour obligation la diffusion de la recherche, y compris quand elle n'est pas en état d'être publiée, quand elle n'est pas léchée, organisée, etc. On doit montrer la pensée en train de se faire, elle doit être accessible à absolument tout le monde. L'exemple qui m'a été donné par Paul Bourgine, c'est s'il y a une petite indienne de 8 ans qui a envie de se lancer dans les recherches sur le jeu, on ne s'occupe pas du fait qu'elle soit une petite indienne loin éventuellement d'une bibliothèque, ni qu'elle ait 8 ans, elle doit pouvoir avoir accès à la pensée des chercheurs les plus pointus éventuellement. Ça m'a paru très intéressant pédagogiquement et très satisfaisant, et donc j'ai adhéré à ce principe. Les recherches du ILAB sont suivies par un comité scientifique international. On a des gens du Chili, des États-Unis, du Canada, du Monténégro, de France, et qui appartiennent à plusieurs disciplines. Il y a des chercheurs confirmés et il y a des doctorants ou des post-doctorants qui sont des chercheurs plus débutants. Voilà, et le ILAB va se consacrer en particulier à un séminaire. On en revient à ce séminaire de recherche, et puis des publications qui auront lieu sur le ludocorpus. Est-ce que tu pourrais, à présent, on a évoqué la ludocritique, est-ce que tu pourrais définir ce que tu entends ou ce qu'on entend par système complexe? Alors, une définition simple des systèmes complexes, c'est ce qui se produit quand la somme de quelque chose représente plus que la somme des parties. L'exemple que je prends, c'est la phrase. La phrase est un ensemble de mots, mais quand on réunit ces mots en une phrase, on obtient un sens qui est supérieur au sens de chacun des mots. Voilà, quand on associe des éléments et que cette association, cette réunion, cette relation génère quelque chose d'inattendu, d'inédit, de nouveau, eh bien on parle de système complexe. C'est un principe d'émergence. Voilà, donc le jeu organise quelque chose qui est plus qu'un joueur, un second joueur et un jeu de cartes. Il se produit quelque chose à l'occasion de la rencontre de deux êtres humains et d'un support matériel qui est le jeu de cartes. Le jeu d'un violoniste apporte quelque chose qui est supplémentaire par rapport à la partition, plus encore si l'on considère également celui qui écoute le violoniste. Merci Juliette pour ces définitions, parce que c'est vrai que ça nous permet de savoir de où on part pour pouvoir avancer ensuite et donc partager au mieux cette connaissance sous un modèle de science ouverte comme tu l'évoques. Alors justement, tu viens d'évoquer la façon dont s'organise ce ILAB et son conseil scientifique. Comme tu l'as indiqué, tu es membre du conseil scientifique du GIS Jeux et Société, dont le cœur des actions concerne la fédération pluridisciplinaire des chercheurs et des chercheuses sur les travaux sur le jeu, justement. Quelles sont les perspectives de collaboration commune entre le ILAB UNESCO sur les systèmes complexes et le GIS, et de quelle façon concrètement ça va se matérialiser? Alors, je voudrais commencer par les aspects matériels de la collaboration, parce que d'expérience, aucune bonne idée ne tient si il n'y a pas une organisation matérielle et humaine qui l'accompagne. Alors, un premier exemple de cette collaboration, c'est l'interview d'aujourd'hui. Et ta présence, Boris, garantit, mais oui, tout à fait, garantit le suivi et le lien des relations entre donc le GIS et le ILAB. Et puis le ILAB va avoir des publications, va apparaître dans le cadre du ludocorpus dont tu t'occupes quotidiennement. Certains membres du conseil scientifique du ILAB appartiennent au GIS, donc voilà encore un lien supplémentaire. Certains membres du conseil scientifique n'appartiennent pas au GIS, mais ont été des collaborateurs de travaux qui ont été financés ou qui ont été menés par le GIS. Moi-même, je suis membre du GIS. Alors maintenant, sur le fond, les recherches du GIS nourrissent les questions qui sont posées dans le ILAB, et les questions qui sont posées dans le ILAB peuvent amener à avoir des éléments
de découvertes ou des éléments de problématisation nouveaux qui peuvent nourrir le GIS. Donc je pense que justement, on est dans la constitution d'un système complexe et j'espère que quelque chose va émerger. D'un point de vue institutionnel, le ILAB ne relève pas d'une institution particulière. Il n'est pas même français, il est totalement international, supranational, et il n'est pas non plus disciplinaire. Donc il n'appartient pas aux catégories qui régissent tout de même le fonctionnement du GIS, même si le GIS est une organisation à la fois précise, mais aussi extraordinairement souple. Et puis il y a un autre aspect qui est que je vais présenter, comme tout le monde, un dossier de demande de financement du séminaire organisé par le ILAB et peut-être obtiendrai-je ces financements, peut-être pas, je recommencerai, mais c'est un exemple de tout ce que le GIS autorise en fait. Parce que sans financement, pas de possibilité de financer des transports et des séjours de chercheurs internationaux. Donc oui, il y a de nombreuses relations avec le GIS et j'espère qu'elles vont se poursuivre et être fructueuses. Et notamment un séminaire qui se lance, si tu peux en toucher un mot. Oui. Alors, dans un premier temps, et dans le cadre global de la question sur l'entre-deux-vie, nous nous sommes donné une sorte de premier cahier des charges, de première sous-problématique, si j'ose dire, sous-problématique étant donné la taille de la question dont nous parlons, et c'est celle de savoir si on peut questionner une définition de l'humanité, de l'être humain par le jeu, par un rapport au jeu, et si on peut envisager quelque chose qui a été un peu fait, une approche éthique, de l'être humain en train de jouer et qui a été très très peu fait, j'en ai encore eu confirmation récemment, une approche éventuellement théologique de l'être humain en train de jouer. Je crois que c'est quelque chose de novateur, je crois que c'est quelque chose d'original et je pense qu'il y a énormément de penseurs, de textes, de formulations de questions qui vont apparaître dans le champ des études du jeu et qui pour l'instant n'y figurent pas. Ce séminaire va être confié pour une durée d'au moins 2 ans, donc c'est renouvelable, c'est un contrat renouvelable à Céline Bloudret, qui est juriste et qui va en prendre en charge l'organisation scientifique, les invitations, et puis qui va mener les séances du séminaire directement en interlocution avec nos intervenants. De mon côté, j'aurai une position d'observatrice, mais non pas passive, puisque je veux demander à chacun des intervenants de nous donner une liste des noms, des concepts et des métaphores qui sont sollicités pour son intervention et qui émanent de son expérience et de sa pratique disciplinaire. Demander une définition et demander ce fameux pas de côté qui a été fait. Je constitue ainsi en quelque sorte une cagnotte terminologique, empirique, dynamique, dialectique des recherches sur le jeu dans le sous-domaine, je répète, j'ai toujours envie de sourire quand je dis sous-domaine, de la philosophie, de l'éthique et de la théologie. Voilà, sans oublier la régulation, puisque le séminaire s'appelle « Jeu, régulation éthique ». Et il y aura une page qui va être dédiée sur le DoCorpus à ce sujet, puisqu'il y a une programmation qui est en train d'être mise en place. Oui, et ce sera une approche menée cette fois par quelqu'un qui est juriste et qui pense le droit. Eh bien, écoute, merci Juliette pour cette interview qui donne vraiment à réfléchir et même à penser, puisque c'est le maître mot, je pense, de cette dynamique, de cette ludocritique. Merci pour cette interview et à très bientôt sur le DoCorpus. Merci beaucoup. Alors, qui donne à penser, c'est juste ce que l'UNESCO demande. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.